Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. En Guinée, le procureur général de Conakry annonce une vague de poursuites judiciaires contre Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts cadres ayant travaillé sous sa présidence. Y a-t-il eu des crimes de guerre en Ukraine? La question reste posée. Kiev cherche à rassembler les preuves en utilisant la technologie et nous reviendrons dans ce journal sur le portrait de cet homme qui a bouleversé des décennies de paix et de stabilité relative en Europe, Vladimir Poutine. De nouveaux sous-variants d'Omicron identifiés en Afrique du Sud. Ils seraient à l'origine d'une nouvelle vague de Covid-19. Nous en parlons dans notre segment santé avec Mohamedou Mfa. En Guinée donc, l'ancien président Alpha Condé doit faire face à la justice de son pays. Il est poursuivi, lui et 26 dignitaires du régime déchus pour, entre autres, des faits d'atteinte volontaire à la vie humaine, notamment pour meurtre, assassinat et complicité de meurtre. Alpha Condé et ses proches sont poursuivis par le procureur près la cour d'appel de Conakry. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara. Première réaction, celle des victimes. Mamadou Silla a perdu son garçon de 14 ans dans une manifestation de Liès, quelques heures après l'annonce par l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 10 octobre 2020. Mon neveu m'a appelé, il dit « Ah, oncle », j'ai dit « Oui, où vous êtes ?» J'ai dit « Oui, je suis au travail, je suis dans mon atelier ». Il dit « Ah, vous connaissez ce qui se passe à la maison ?» Je dis « Non ». Il dit directement, il m'a dit « Ah, ils ont fusillé Nassirou ». J'ai dit Nassirou, il dit oui. J'ai dit pourquoi? J'ai resté Nassirou à la maison. Il dit oui, ils ont fusillé Nassirou. Quelques heures après l'annonce des poursuites contre l'ancien président Alpha Condé, l'envie d'une justice est encore plus grande chez ce vieil homme. Quel que soit, moi j'ai confiance à la justice. Parce que j'ai confiance à Dieu. Je veux justice et réparation. Ils ont tué mon garçon. Il y a quelques semaines, le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, avait demandé à la junte au pouvoir de juger les dossiers de crimes de sang. Pour cet activiste des droits humains, ces poursuites sont une opportunité pour les autorités de la transition. C'est une opportunité unique, une opportunité historique qui vient d'être offerte au peuple de Guinée pour enfin savoir comment les crimes sont perpétrés, qui les perpètre et nous tirerons les leçons pour faire de la Guinée un État où les libertés fondamentales sont garanties, où la jouissance des droits civils et politiques sont garantis, où les droits humains sont protégés. Ça, c'est vraiment un grand espoir que nous fondons dans cette démarche. Parmi les personnalités poursuivies, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale ou encore l'ancien ministre de la Défense nationale, Zakaria Kamara, pour VOA Afrique, Conakry. De justice, il en a également question au Sénégal. Aujourd'hui, s'est ouvert le procès des 6 sages-femmes poursuivies pour non-assistance à personne en danger suite au décès de la dame Astou Sokna. Cette affaire qui a ému tout le monde de tout le pays est jugée aujourd'hui en audience spéciale suite au report de la première audience de notre envoyé spécial à Louga, Sedina Bagué. Les images sont de Serigne Saliou. À Louga, à environ 220 km au nord de Dakar, le procès des 6 sages-femmes poursuivies pour non-assistance à personne en danger s'est ouvert ce matin. Ces dernières sont donc poursuivies
pour la mort d'Astou Sokhna qui était en couche à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga. Aujourd'hui, le procès a démarré avec un juge qui a voulu savoir les contours de cette affaire. Il a commencé par interroger les 6 sages-femmes qui ont toutes rejeté le fait de ne pas avoir porté une assistance adéquate à la dame Astou Sokhna, contrairement à ce que son mari a affirmé, car ce dernier a dit devant le tribunal que sa femme est arrivée à l'hôpital vers 10 h du matin et qu'elle a souffert jusqu'à son décès le lendemain à 5 h 30 du matin. Ces sages-femmes ont donc décliné leurs responsabilités. Pour elles, elles ont fait tout ce qu'elles devaient faire sur instruction du gynécologue notamment. Aujourd'hui, le procès s'est donc ouvert et malgré un climat assez tendu avec près de 40 degrés et une salle non climatisée, les gens sont venus en masse, notamment les sages-femmes et les personnels de santé qui sont venus de Dakar et de différentes régions du Sénégal pour soutenir leurs camarades. En ce moment, le procès a repris après une pause de 30 minutes qu'avait décidé le juge au bout de 5 heures d'audience. Les plaidoiries vont bientôt commencer, mais en attendant cela, ce sont les témoins qui sont auditionnés pour faire davantage la lumière sur cette affaire. Et pour ce procès, certains avocats pensent qu'il sera mis en délibéré pour la semaine prochaine et donc le verdict ne sera pas prononcé aujourd'hui. Pour d'autres, même si le procès risque de se terminer tard dans la soirée, il se peut qu'il y ait verdict ce jour. À Louga, Seydina Bagay pour VOA Afrique. Et en rapport avec la santé, l'Afrique du Sud a confirmé ce jeudi l'obligation du port du masque pour les enfants à l'école, se ravisant peu après avoir annoncé sa levée alors que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse dans le pays. Le ministère sud-africain de la Santé a publié un communiqué pour dissiper la confusion générée par une erreur humaine malheureuse et regrettable qui lui a fait annoncer quelques heures plus tôt la fin de cette mesure de prévention. Officiellement, le pays le plus touché par le Covid sur le continent, l'Afrique du Sud, est entré dans une nouvelle vague de pandémie, a averti fin avril le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies. Selon l'OMS, 2 nouveaux sous-variants d'Omicron, dont la virulence reste encore à déterminer, sont à l'origine de la nouvelle vague de Covid-19 dans le pays. Nous en parlons beaucoup plus en détail dans notre segment santé en deuxième partie de ce journal. À l'aide d'experts internationaux, l'Ukraine se précipite pour recueillir des preuves de crimes de guerre généralisés en utilisant la technologie du XXIe siècle pour traduire les auteurs en justice. Davantage avec Véronica Balderas Iglesias de la VOA, récit Ginny Kapumbu Villa. Un avertissement cependant à nos téléspectateurs, ce reportage contient des images qui peuvent choquer. Plus de 50 000 policiers ont été déployés dans les zones de combat en Ukraine. Ils ne travaillent pas seulement pour repousser l'invasion de la Russie, ils enquêtent également sur des crimes de guerre. Près de 21 000 poursuites pénales ont été engagées pour des crimes commis sous la loi Marshall. Parmi eux, près de 9 000 procédures pénales sur des faits de crimes commis sur le territoire de l'Ukraine par des militaires des forces armées de la Fédération de Russie et leurs complices. Une mission d'experts mandatée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a trouvé ce qu'elle appelle des schémas clairs de violation du droit international humanitaire. Il y a eu des cas de meurtre, il y a eu des cas de torture, il y a eu des cas de viol. Des conditions dangereuses les ont empêchés de travailler sur place, mais ils n'en avaient pas besoin. Il existe un vaste dossier numérique. Il y a pratiquement tout ce qui est visible sur Internet sous forme de vidéos, de photos et aussi de témoignages de victimes. La médecine légale du XXIe siècle aide également la procureure générale de l'Ukraine, Irina Venediktova. Elle a rassemblé des milliers de photos et de vidéos par crowdsourcing via un site officiel. Les médias sociaux sont également très importants car nous pouvons utiliser ces ressources libres et nous avons une équipe de près de 100 procureurs qui travaillent avec des ressources ouvertes et pour nous, c'est très utile pour analyser ces informations.
Mais rendre ces images recevables dans un procès est l'objectif de l'association caritative britannique à l'origine de l'application Eyewitness to Atrocities. L'application collecte l'heure, le lieu et d'autres données de vérification que les procureurs peuvent apporter au tribunal. C'est un tsunami d'informations que les autorités ukrainiennes doivent passer au peigne fin. Les États-Unis aident à protéger ce trésor de données. La guerre qui se déroule dans le domaine de l'information est tout aussi active que ce qui se passe sur le terrain. Nous essayons d'apporter un large éventail de soutien aux autorités ukrainiennes pour les aider à faire face à toutes les éventualités alors qu'elles mènent leurs enquêtes sur ces crimes. Les autorités russes qui nient les crimes de guerre n'ont pas répondu à de nombreuses demandes d'interview. Il y a des allégations de crimes de guerre par des ressortissants ukrainiens, bien que beaucoup moins. La procureure générale de l'Ukraine a déclaré à la VOA qu'elle enquêterait et souhaite coopérer avec la Cour pénale internationale. Qui dit guerre en Ukraine dit aussi Vladimir Poutine. Le président russe a bouleversé des décennies de paix et de stabilité relative en Europe avec son invasion non provoquée de l'Ukraine. Les experts disent à la VOA que c'est un leader idéologique axé sur le retour de la Russie au statut de superpuissance qu'elle a perdu lors de l'effondrement de l'Union soviétique. La correspondante diplomatique principale de la VOA, Cindy Sen, en parle dans ce reportage relaté par Nanit Talani. Vladimirovitch Poutine est né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1952. En 1975, il rejoint le service de renseignement étranger russe, le KGB, et a été en poste en Allemagne avant d'entrer en politique. Fin 1999, le président russe Boris Eltsine démissionne au milieu d'un scandale, faisant de Poutine le président par intérim en échange de l'immunité contre les poursuites. Poutine tient depuis lors les rênes du pouvoir à Moscou, remportant de multiples élections de plus en plus considérées comme truquées, contournant les limites de mandat et emprisonnant ou tentant de tuer ses principaux opposants politiques, comme l'explique Michael Kimmage du German Marshall Fund. Il y a un long dossier de journalistes et d'agents du renseignement et d'autres qui ont été assassinés, on suppose, sur ordre de Poutine, ou du moins sur ordre de ses subalternes. Poutine cultive une image hyper masculine de force et d'autorité omnisciente. Cela correspond à son style de leadership idéologique, soutient le professeur de psychologie Samuel Hunter, affirmant à la VOA que ce type de leader regarde vers le passé. Donc ils parleront d'une époque où les choses allaient mieux. Ils parleront d'un moment d'y retourner si vous voulez me suivre en tant que leader. Puis nous reviendrons à cette époque où nous avions plus d'influence, de pouvoir et de force. Et donc Poutine en est un excellent exemple. Vladimir Poutine veut que la Russie soit à nouveau traitée comme une superpuissance, raconte Angela Stent de la Brookings Institution. Et il pense que le reste du monde devrait traiter la Russie comme si c'était l'Union soviétique. Il ne veut pas restaurer l'Union soviétique, mais il veut être traité comme une grande puissance dont les opinions sont respectées et où les gens craignent en quelque sorte la Russie et acceptent que la Russie ait droit à la sphère d'influence dans son voisinage. Michael Kimmage est du même avis. Je pense qu'à ses propres yeux, il est vraiment un patriote russe. Donc, il y a un engagement qu'il a envers le passé russe et envers la grandeur russe, qui est une force motivante. Et certainement, le désir de pouvoir est un fil conducteur. Son attirance pour le KGB en premier lieu, en tant qu'institution puissante. Bien qu'il ait engagé les troupes russes dans des conflits brutaux, lancement par Poutine d'une invasion à grande échelle de son voisin l'Ukraine en a surpris plus d'un. Ici aux États-Unis, pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans, la Banque centrale américaine a annoncé mercredi une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage. Premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000. Le comité de politique monétaire a ainsi porté ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 0,75% et 1% à l'issue d'une réunion de 2 jours. Il estime en outre que d'autres hausses seront justifiées, d'autant que la guerre en Ukraine et les nouveaux confinements en Chine aggravent la pression sur les prix et les problèmes de logistique.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de santé et de presse. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Nous sommes jeudi et comme de coutume, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets de santé. Accueillons Mohamedou Mfa dans ce studio pour sa chronique hebdomadaire. Salut Mohamedou. Salut John. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau au coronavirus. Il revient précisément aux 2 nouveaux sous-variants d'Omicron qui ont été identifiés en Afrique du Sud. Tout à fait John. On va donc parler des 2 sous-variants qui ont été dénommés BA4 et BA5. Ils ont été identifiés début avril par des chercheurs du Botswana et d'Afrique du Sud, mais seraient apparus quelques mois auparavant. Alors, selon une étude du Conseil sud-africain de recherche médicale rendue publique le 28 avril, BA4 a émergé mi-décembre et BA5 début janvier. Le premier se serait diffusé dans la province de Limpopo avant de se répandre dans d'autres provinces. Le second a vu le jour dans la province du Gauteng, mais s'avère moins détecté dans d'autres régions. Il faut préciser, John, que ces sous-variants ont été détectés dans une vingtaine de pays déjà, dont le Botswana, l'Australie, la Chine, l'Angleterre, le Danemark, la France. Alors, ces 2 sous-variants sont-ils plus dangereux que les autres ? Que sait-on à l'heure actuelle? Ce que disent les chercheurs à ce stade, c'est que les 2 sous-variants présentent des mutations supplémentaires, laissant craindre une augmentation de leur transmissibilité. Selon l'OMS, les 2 sous-variants sont à l'origine de la nouvelle vague de pandémie de Covid-19 en Afrique du Sud. En fait, alors que le pays a connu une accalmie tout au long du mois de mars, il y a eu un pic en avril et la moyenne quotidienne augmente depuis une dizaine de jours. 60 à 75% des cas dépistés sont liés à BA4 et BA5. Le nombre de nouveaux cas recensés de Covid-19, et on l'a appris d'ailleurs, je veux le rappeler, il y a quelques instants, on l'a appris, il y a eu une augmentation de plus de 50% en 24 heures, selon les chiffres officiels publiés ce jeudi. L'Institut national pour les maladies contagieuses a recensé 9 757 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, soit 50% de plus par rapport aux 6 170 nouveaux cas comptabilisés la veille, c'est-à-dire mercredi. Ces sous-variants, John, semblent donc très transmissibles. Cause-t-il cependant plus de cas d'hospitalisation et de décès? Écoutons l'avis du directeur général de l'OMS. Il est trop tôt pour savoir si ces 2 sous-variants peuvent causer des formes plus graves de la maladie que les autres sous-variants de Omicron, mais les premières données suggèrent que la vaccination demeure protectrice contre les formes graves et les décès. Un dernier point, Mohamedou. Oui, tout à fait. Alors, les gens se demandent pourquoi l'Afrique du Sud est le pays où l'on a détecté plusieurs variants. Est-ce qu'il y a une raison à cela? En fait, cela est dû à 2 facteurs. D'abord, il faut savoir que l'Afrique du Sud est un pays qui effectue massivement les tests de dépistage. Le ministère sud-africain de la Santé parle de plus de 24,5 millions de tests réalisés à ce jour. Également, l'Afrique du Sud effectue toujours le séquençage génétique du virus que beaucoup d'autres pays ont cessé de faire, ce qui a d'ailleurs fait dire au directeur général de l'OMS que dans de nombreux pays, on ne peut
pas voir la façon dont le virus mute. Cela étant dit, la mutation des virus est un phénomène naturel, selon les scientifiques, et il y a eu de très nombreux variants et sous-variants détectés dans le monde, mais seule une vingtaine ont retenu l'attention des médias, et même l'OMS ne suit que les variants qu'elle juge préoccupants, se basant sur une augmentation de leur transmissibilité ou une capacité à échapper à la réponse immunitaire de l'hôte. Voilà qui est dit. Mohamedou, vous continuerez donc de suivre cette actualité pour nous. Merci. Merci. Nous reparlons ce soir des femmes journalistes au Kenya. Elles sont les plus harcelées dans leur rédaction. C'est du moins ce qu'indique une étude internationale sur les médias. Reportage à Nairobi de Victoria Munga, récit Claire Morin-Gibourg. Les grandes difficultés rencontrées par Gathoni Kuria avec un manager dans un média kényan ont fait dérailler sa carrière dans le journalisme. Je suis allée lui présenter une idée de sujet et il regardait juste mes hanches intentionnellement, très directement. Donc je lui parle, mais il regarde juste mes hanches, puis remonte à ma poitrine et ne regarde pas mon visage. Gathoni Kuria a travaillé dans le même groupe de presse pendant 2 ans, essayant de lancer sa carrière dans la presse écrite et audiovisuelle. Mais elle dit que rejeter les avances sexuelles d'un superviseur a changé cette trajectoire. Son harceleur n'était pas intéressé par son évolution professionnelle. Il ne se souciait pas vraiment de savoir si je publiais ou non. Il n'a jamais fait d'effort, ni même lutté pour m'envoyer couvrir un sujet, à moins que je n'ai une idée et qu'elle soit fusionnée avec celle de quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'étais devenue une sorte de trophée assis à son bureau. L'ancien superviseur de Gathoni Kuria a déclaré à la VOA que ses affirmations étaient ridicules et lui a suggéré de les signaler à la police. Le cas de Madame Kuria n'est pas isolé. Environ 65% des femmes journalistes interrogées au Kenya déclarent être victimes de harcèlement physique ou verbal. Ce chiffre place le Kenya en tête d'une liste de 20 pays inclus dans une étude de One IFRA, l'Association mondiale des journaux et des éditeurs de presse. Selon leurs recherches, les femmes ne signalent pas les incidents dans environ 80% des cas. Une façon de limiter le problème et de le mettre en évidence, disent les défenseurs des droits kenyans. Lorsque vous offrez cet environnement et un espace sûr aux gens pour parler de harcèlement sexuel, cela empêche les personnes de se cacher pour harceler leurs victimes, bien sûr, et ils se sentent exposés. Il peut aussi être difficile d'obtenir justice. Les harceleurs risquent d'être licenciés, mais ils trouvent quand même du travail ailleurs. Ainsi, l'Association des femmes des médias au Kenya est en train de créer un comité spécial pour aider à traduire les agresseurs présumés en justice. Nous avons eu un cas où une stagiaire a été violée sous la menace d'une arme à feu à Kisumu. Le média a enquêté, déclaré le gars coupable et il a été renvoyé. Après avoir été licencié, il est allé dans une autre maison de presse. Alors la boucle continue, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de justice pour la victime. Pour le moment, Gathoni Kuria a abandonné son rêve de devenir journaliste. Mais les défenseurs des médias espèrent que cette étude des femmes dans les médias mettra en lumière le harcèlement sexuel dans les salles de rédaction et offrira un soutien aux journalistes, comme Madame Kuria. J'étais pratiquement à bout de souffle, nous dit Alain Kioka, ce journaliste congolais qui a exercé cette profession pendant 20 ans, dit qu'il a subi à plusieurs reprises les réactions souvent violentes et brusques des hommes de la classe politique de son pays contre sa rédaction et les émissions dont il était présentateur. Exilé à Washington, où il vit présentement, Alain Kioka nous raconte son expérience de journaliste au Congo. Oui. Personnellement, j'ai travaillé dans la première chaîne de télévision privée de la République démocratique du Congo, Antenne A, depuis 2001 jusqu'à 2020. Alors, j'ai présenté le journal télévisé, bien sûr, mais j'ai fait des émissions politiques. J'ai été rédacteur en chef du desk politique. Et là, j'ai eu à affronter plusieurs difficultés, notamment des arrestations, juste avant les élections de 2011,
parce que j'ai reçu un cadre du MLC. Le MLC, c'est le mouvement de libération du Congo, parti politique de Jean-Pierre Bemba. J'ai reçu Germain Kambinga et il y a eu des interprétations. Pourquoi il a critiqué le programme du chef de l'État de l'époque, c'était le 5 chantiers. Pourquoi il a critiqué ça? Et c'était mon invité, ses propos n'engageaient que lui, mais c'est sur moi que se sont retombées les brimades. C'est moi pratiquement qui ai eu à payer le pot cassé, interpellé à l'ANER. Voilà, il y a encore un exemple lors de l'épisode Banyele. Banyele, c'était une révolte au niveau de l'Équateur, parce que ce jour-là, j'ai fait le journal télévisé. J'ai dit que le gouvernement acceptait de négocier avec ses compatriotes, parce que ce sont des Congolais. Mais voilà, après, il y a eu des arrestations au niveau de ma chaîne de télévision. Il y a eu même des tortures. Il y a eu des journalistes et des régisseurs d'antenne qui ont été amenés à l'ANER, torturés. Voilà. C'est tous ces épisodes-là qui me reviennent en tête. Et voilà, en 2020, j'étais pratiquement au bout du souffle. Vous savez, quand vous avez beaucoup de menaces, vous avez vous connaissez des arrestations, votre travail est incompris. Finalement, vous avez peur pour votre vie. C'est cela, l'expérience difficile que j'ai vécue. Et je sais que beaucoup de journalistes sont en train de vivre encore cette expérience-là. L'état actuel de la presse en du Congo, ou mieux de la liberté de la presse, c'est alarmant, c'est déplorable, parce que nous avons eu le changement de régime. Joseph Kabila est parti, aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui est là, mais nous avons l'impression de revivre la même chose même sous Félix Tshisekedi. Et là, je ne parle même pas des enquêtes sur des journalistes assassinés au Congo qui n'ont jamais abouti, des procès qui ont été organisés à la va-vite. Je peux citer des journalistes comme Franck Ngike, que je connaissais personnellement, ou Serge Maèche à l'est du pays, pour ne citer que ces deux-là. Mais il y a eu plus d'une dizaine de journalistes assassinés au Congo. Mais les enquêtes n'ont jamais abouti, tout simplement parce qu'il y a eu des pressions politiques, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu élucider les causes réelles de l'assassinat de ce journaliste. Oui, je continue à exercer ma profession, mon métier de journaliste, bien que ici aux États-Unis, ça ne soit plus le métier principal que je fais. À côté de cela, je fais autre chose, mais je continue quand même à suivre l'actualité au pays, à faire des articles, à poster sur Internet, sur les réseaux sociaux, de manière équitable, bien sûr, parce que je me considère comme étant un chien de garde de la démocratie et de la bonne gouvernance dans mon pays. Aussi pour assurer cette couverture équitable de l'actualité, notamment politique au pays, nous essayons de diversifier nos sources. Nous essayons d'écouter et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'opposition. Bien que je sois ici pratiquement comme étant exilé en asile, je n'arrête pas de contacter même ceux qui sont au pouvoir quand il faut avoir l'information. Nous avons des canaux que nous utilisons pour les contacter afin d'avoir la bonne information. À mes consoeurs et confrères journalistes qui sont restés au Congo, je leur demande de tenir bon, parce que la vérité triomphe toujours. Un musicien du Congo a chanté, pour ne pas le citer, Koffi Olomide a dit le mensonge vient par l'ascenseur, mais la vérité peut prendre les escaliers, mais elle finit toujours par arriver. Je crois que la vérité va triompher toujours, la démocratie va triompher. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.